à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Lès Guenet, je suis docteur junior en pédiatrie, ce qui peut étonner certains ici, et je vais vous présenter une étude réalisée avec l'équipe régionale de soins palliatifs pédiatriques de Rhône-Alpes, ESPERA, sur l'innovation et comment l'innovation change l'approche palliative dans le cadre de l'amyotrophie spinale infantile, une maladie dont vous saurez bientôt tout, et dans ce contexte d'innovation et selon les médecins spécialistes de cette maladie, donc pas selon les médecins de soins palliatifs. Je remercie la plateforme pour m'avoir permis de présenter et je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc la myotrophie spinale infantile, en quelques mots, c'est une maladie neuromusculaire dégénérative qui peut être apparentée à la SLA chez les adultes, qui donc avec une diminution progressive de la force musculaire qui va conduire pour les formes les plus sévères à un décès précoce. Donc on va se focaliser sur deux types ici, le type 0 avec un décès en périnatal, donc anté ou postnatal dans les quelques semaines de vie, et le type 1 avec un décès, 90% de décès avant 1 an dans l'histoire naturelle. Donc c'est une maladie bien évidemment rare que vous avez pu voir au Téléthon pour ceux qui regardent, et c'est une situation palliative qui a été reconnue à partir des années 2000, à partir du moment où il y a eu tout ce contexte de soins palliatifs pédiatriques qui a commencé, avec, pour vous rappeler ce qui rappelle un peu la première présentation, les niveaux d'expertise de soins palliatifs qui avaient été définis dès 2007 puis en 2022. Donc l'approche palliative qui peut être réalisée par l'ensemble des soignants, le niveau 1 d'expertise de soins palliatifs pédiatriques qui est plutôt généraliste, qui là va concerner ceux que nous avons interrogés, donc les neuropédiatres et les médecins de médecine physique et réadaptation pédiatrique, et les soins palliatifs spécialisés, donc réalisés en France par des équipes ressources régionales de soins palliatifs. Et dans ce contexte, la myotrophie spinale, en fait, il y a eu des thérapies innovantes qui sont arrivées dès 2017, donc c'est encore relativement récent, avec notamment la thérapie génique. C'est tous les enfants que vous avez vus remarcher au Téléthon, pour certains, et donc une très bonne nouvelle pour beaucoup de personnes. Mais une ère post-traitement pas si simple, puisque c'est passé donc d'une maladie en effet qui limitait l'espérance de vie avec des décès très précoces pour les types 0 et type 1, à une maladie qui quand même pouvait mettre en jeu le pronostic vital, avec un handicap pouvant être lourd, avec des scolioses sévères et des nécessités parfois d'opérations dès 2 ans qui sont plutôt retardées, des infections respiratoires fréquentes et importantes, de nombreuses hospitalisations, et donc au final des maladies chroniques complexes qui entraînent une véritable incertitude sur le pronostic, puisque 2017 c'est encore récent, et la thérapie génique est encore plus récente, et c'est celle qu'on donne beaucoup aujourd'hui. Et donc une situation palliative, on ne sait pas si ça correspond encore aux critères selon les médecins spécialistes. Des soins palliatifs, est-ce qu'ils ont besoin d'être spécialisés ou pas? C'est un peu la même chose que dans le cancer, voilà, qu'on a vu à la première présentation. Et donc, pour nous, un questionnement sur voilà, quelle est la page de l'approche palliative selon les MPR et les neuropédiatres, et dans quelles circonstances sont-ils utiles, plébiscités, en tout cas sur la forme spécialisée. Donc pour ça, on va parler d'une étude qualitative. C'est une étude donc, avec des entretiens semi-dirigés qui ont été réalisés auprès des neuropédiatres et MPR pédiatriques spécialisés dans la myotrophie spinale infantile. Vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup en France, donc ça a pu être relativement exhaustif, avec une intervention RCP pour les recruter. Et donc tout a été approuvé par un comité d'éthique et codé par NVivo, triangulé à 2 chercheurs, pour permettre de un peu remettre en question les thématiques. Ces entretiens qui ont été d'une durée assez variable, globalement, enfin en moyenne d'une durée d'1 heure, en visio ou en présentiel. Donc 16 entretiens ont été réalisés sur 57 dans les 57 spécialistes de la maladie en France. Surtout des neuropédiatres, ce qui est assez logique sur les spécialistes qui gèrent cette maladie. Et donc 5 thèmes ont été réalisés. Donc des spécialistes sont que dans des centres de référence ou de compétences, sauf un qui était dans un centre qui
qui gérait beaucoup cette maladie, mais ni compétences ni références. Voilà. Et donc, on va faire les thèmes un à un. Donc, tout d'abord, ce qui est ressorti, c'est surtout quelles sont les compétences perçues dans la pratique des soins palliatifs selon eux. Donc, eux, ils se percevaient comme compétents parce que faisant de la neuropédiatrie. Alors la neuropédiatrie, c'est un peu comme la neurologie adulte, c'est-à-dire qu'il y a peu de traitements, et encore en neurologie adulte, il y a plus de traitements aujourd'hui qu'en neuropédiatrie. Et donc pour eux, en MPR et en neurologie pédiatrique, ils avaient peu de traitements, donc beaucoup de soins palliatifs, et que ça correspondait à leur travail en fait de faire des soins palliatifs au quotidien. C'est quelque chose qui pour eux s'acquiert avec l'expérience et pas forcément avec des formations, pas forcément de besoin de formation sur leurs compétences qui étaient exprimées au départ, et avec quand même des complexités de suivi de soins palliatifs chez les enfants qui étaient non traités, parce qu'ils pouvaient parfois survivre un peu longtemps et donc difficile quand les survies étaient longues et que ce n'était pas une fin de vie, ce qu'ils savaient mieux faire. Ces compétences perçues nous ont permis un peu d'approcher leur perception générale de l'approche palliative. Qu'est-ce qu'une approche palliative pour eux et dans quelle maladie? Et donc, encore une fois, ils avaient l'impression que l'approche palliative pouvait être pour de nombreuses maladies, l'épilepsie, le polyhandicap, qui est très fréquent en pédiatrie, mais qui ne s'appliquait pas quand il y avait des traitements en jeu. Et donc, dans la myotrophie spinale infantile, qui était un peu la seule maladie avec un traitement qui existe, tout en disant qu'il y avait une complexité de cette maladie, complexité qui retrouvait parfois dans le polyhandicap et dans d'autres maladies, et que le traitement pouvait être palliatif, puisque le traitement stoppe l'évolution de la maladie, mais n'est pas curatif, ne permet pas d'améliorer la maladie une fois qu'elle est installée. Et donc une véritable scission entre l'approche palliative si les enfants n'étaient pas traités et l'approche palliative s'ils étaient traités, puisque pour eux ça ne relevait pas d'une approche palliative. Et dans tout ça, quel était le rôle d'une équipe spécialisée de soins palliatifs avec les traitements? Donc pour eux, étant donné que l'approche palliative était moins certaine en cas de traitement, ils avaient moins de place et ils ne les sollicitaient plus. Aucun des intervenants, des personnes questionnées, ne sollicitait d'équipe de soins palliatifs pédiatriques, même dans des cas complexes, chez les enfants traités de type 1. Donc même si c'était très complexe. Et parfois, ils pouvaient quand même se poser la question s'il y avait un questionnement sur la douleur ou s'il y avait une problématique respiratoire. C'est deux choses qui pouvaient les orienter beaucoup. Plusieurs se sont posé la question au fil des entretiens, au fil de l'entretien, de se dire qu'un suivi pourrait peut-être être intéressant, en effet, dans une situation complexe où il y a beaucoup de choses à gérer, et c'est parfois difficile même pour les familles, parce que c'est une qualité de vie complexe avec énormément de choses à gérer et un handicap lourd. Alors, il y a plusieurs éléments qui facilitaient cette introduction selon eux. Déjà, ils voyaient certaines plus-values, certaines choses qui étaient utiles dans les équipes spécialisées. On va en citer deux types. Donc, les choses qui étaient très spécifiques à ces équipes spécialisées selon eux, c'est-à-dire le niveau d'expertise, la connaissance des lois, notamment sur les sédations, ou les RCP, donc ça pouvait les aider. Le fait de gérer le deuil, donc ça c'est plutôt pour ceux qui avaient une fin de vie courte, et après des choses moins spécifiques, très généralistes, comme le fait d'aller à domicile, comme le fait aussi d'avoir un psychologue dans l'équipe quand eux ce n'était pas le cas, donc plutôt un problème de ressources pour eux, de fournir une présence médicale quasiment continue, parce que dans certaines régions de France, il y a une astreinte 24 heures sur 24 médicale de soins palliatifs pédiatriques, et de gérer un peu plus la famille. Ce qui n'était pas le cas pour eux. Il y en a certains qui ont pu dire qu'eux, ils étaient là pour l'enfant, mais pas forcément pour la famille, toujours, parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps. Et donc ça, le temps était quelque chose qui revenait régulièrement.
Et donc des obstacles, et donc on va revenir sur notamment cette question de temps et par exemple de psychologues présents. Et en fait tout ça, pour des équipes qui avaient le temps, avaient des psychologues présents, avaient des possibilités d'avoir une présence médicale plus continue. Donc c'était pour eux un obstacle puisqu'ils voyaient surtout ça comme qualité, de ces équipes spécialisées. Aussi des choses qu'ils se considéraient comme compétents. On n'a pas redéfini avec eux les niveaux d'expertise, c'était le but. Et donc, eux, ils considéraient avoir une expertise suffisante pour réaliser des soins palliatifs dans leur service. Mais aussi une incompréhension parfois sur quel était le rôle de ces équipes par rapport à l'hospitalisation à domicile. Donc, est-ce qu'ils apportent une plus-value à domicile par rapport à une équipe de soins palliatifs? Certains disant oui, j'ai fait des soins palliatifs, j'ai fait avec une équipe de soins palliatifs, l'HAD. Donc voilà, une confusion. Et aussi, certains estimaient que d'autres professionnels que les équipes de soins palliatifs spécialisées étaient compétents, notamment les réanimateurs et les néonatologistes. Il y a aussi le concept d'amener une tierce personne et de comment amener des soins palliatifs avec ce qu'on retrouve facilement dans la littérature, la dénomination, doit-on dire soins palliatifs, pas soins palliatifs. Et ce qui était intéressant, c'est que la moitié était pour le fait de dire les mots et l'autre moitié disait plutôt il faut dire d'autres choses comme équipe douleur, équipe de support. Voilà. Donc au final, il y a deux choses qui revenaient. Déjà, est-ce que c'est considéré comme une situation palliative? Donc chez nos participants, les situations palliatives, c'était surtout sur les fins de vie, un décès précoce, une absence de thérapeutique disponible, ce qui, pour remettre dans le contexte, est assez révolutionnaire d'avoir des thérapies en neuropédiatrie notamment. Et le polyhandicap pouvait faire partie de situations palliatives, et pourtant il ne rapprochait pas cette situation complexe qui pouvait être, alors pas un polyhandicap parce qu'ils n'ont pas de déficit intellectuel sévère, mais qui pouvait se rapprocher sur certaines conséquences, on va dire, à l'amyotrophie spinale infantile. Alors que dans la littérature, on voit bien que c'est un peu plus large, le spectre des soins palliatifs, puisque ça peut être des maladies qui limitent l'espérance de vie, chroniques complexes, potentiellement mortelles, à risque de conséquences négatives sur la qualité de vie, et surtout compatibles avec des thérapies innovantes selon une définition de 2020, avec possibilité de fardeau des symptômes ou incertitude sur la survie. Donc en fait, une maladie qui pourrait rentrer dans une situation palliative, même dans les types 1 traités. Et donc l'autre question, c'est si on considère que ça rentre dans une situation palliative, est-ce que ça a besoin de soins palliatifs spécialisés? Donc il y avait des barrières, des facilitateurs. On va reprendre ça de façon un peu globale pour une question de temps. Les soins palliatifs, selon leur perception des soins palliatifs, ils avaient plus ou moins besoin de les introduire ou pas. Et au final, l'expérience et voire d'autres spécialistes comme référents limitaient leur intégration de soins palliatifs spécialisés, alors que se rendre compte de leurs compétences, de la vision différente, de leur adaptabilité, de leur soutien auprès des familles, leur permettait de mieux les introduire. On pourrait dire plein de choses là-dessus, mais pour une question de temps, on va se focaliser surtout là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des choses où ils n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux. Ça pouvait être facilitateur pour certains et des barrières pour d'autres, comme le fait de rester médecin référent, certains intégrant des soins palliatifs et trouvant qu'en fait ça ne change pas leur place de médecin référent, et d'autres ayant peur de perdre cette place et de ne plus être disponible pour la famille. Pareil pour la disponibilité, certains trouvant ça utile, d'autres trouvant que ça enlève leur place. Le soutien psychologique selon la présence d'une psychologue ou pas, en sachant que ça c'est des choses, par exemple le soutien psychologique, ça a vraiment un intérêt d'être un psychologue en soins palliatifs pédiatriques. Ça a été démontré dans les études que c'était pas du tout la même chose que d'être psychologue dans une autre équipe. La mobilité à domicile et la connaissance de la pathologie, certains estimant qu'ils connaissaient bien les pathologies puisque connaissant avant les thérapies géniques, et d'autres ne connaissant pas assez bien la pathologie. Donc là, on en revient à quand doit-on l'introduire? Alors, il y a eu plusieurs pistes dans la littérature. Certains disaient quand il ne tient pas assis, puisque plus à risque de complications, ou quand il y a des problèmes complexes et réfractaires qui ne sont pas très définis, ou quand il y a plus que des symptômes modérés, notamment dans la myotrophie spinale infantile. Alors, c'est pas défini, c'est pas très clair. Nous, on s'est posé la question de est-ce qu'on pourrait les introduire dès la décision thérapeutique, puisque c'est une décision thérapeutique
en réunion, en RCP. Est-ce que ça serait selon les parents, de façon systématique selon les parents, et c'est eux qui choisiraient ou pas d'introduire ces équipes, selon avant une intervention ou s'il y a des douleurs, par exemple, choses que certains pouvaient évoquer déjà, ou selon des guidelines qui pourraient être réalisées en fait, avec les neuropédiatres et les MPR pédiatriques pour savoir dans quel cas ça mériterait d'avoir... enfin, dans quel cas ça avait un intérêt. Alors, c'est une étude qui a plusieurs limites. Déjà, bon, l'intérêt, c'est qu'on a pu être assez exhaustif vu que c'est une maladie rare, mais ça dépend beaucoup des compositions des équipes ressources régionales et des ressources locales qui sont fluctuantes. Donc, il y a, par exemple, 2 équipes régionales qui sont disponibles 24 heures sur 24 d'astreinte, mais ce qui n'est pas le cas de toutes les ressources, toutes les équipes, avec parfois des temps de médicaux, des temps infirmiers qui sont très faibles. Enfin, voilà, y avait clairement aussi une possibilité de biais de sélection et de désirabilité sociale des participants, puisque les soins palliatifs, c'est quand même quelque chose qui eux-mêmes enfin, voient l'intérêt, trouvent ça intéressant, et donc voilà, une possibilité de aussi se faire bien voir aujourd'hui. Et une influence clairement de mon parcours qui est entre la neuropédiatrie et les soins palliatifs. Je tiens aussi à noter dans les limites qu'on a choisi volontairement de ne pas définir ce que c'était selon nous une approche palliative et le niveau d'expertise de soins palliatifs pour que, et la fin de vie pour qu'eux-mêmes puissent nous rapporter leur approche personnelle. En résumé, donc, voilà, beaucoup voient quand même un intérêt des soins palliatifs spécialisés en l'absence de traitement en fin de vie, ce qui est quand même compliqué, que vous voyez aussi en adulte. Dès qu'on parle de traitement, ça remet vraiment en cause, et notamment les thérapies innovantes, le côté thérapie qui est cher, qui a mis du temps à arriver, et absence de fin de vie courte, remet vraiment en question leur approche palliative, ou en tout cas, eux se considèrent comme assez efficients en tant qu'expérience, enfin en tant que praticien en soins palliatifs généralistes, on va dire, dans les situations complexes. Et une question sur est-ce qu'il ne faudrait pas introduire précocement, au vu de tout ce que la littérature nous dit sur la définition et sur ce que ça apporte, des soins palliatifs spécialisés chez les patients traités. Voilà. C'était volontairement un peu court, donc j'espère que vous avez tout compris de cette maladie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Je ne sais pas comment en fait tu vas pouvoir y répondre, mais on constate beaucoup dans la littérature, et ça réappuie à nouveau ça, que le recours spontané aux équipes de soins palliatifs est lié à une symptomatologie physique, là où ce qui valorise dans nos compétences et dans nos espèces de soft skills, c'est finalement aussi de la gestion de choses plutôt du versant psychosocial. Et moi, ça me surprend à chaque fois en fait, de constater qu'on n'est jamais sollicité ou peu sollicité pour ça en dehors des demandes d'aide à mourir. Et in fine, en fait, ils valorisent quand même nos compétences là-dedans. Voilà. Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de question, oui. Mais en tout cas, ça me surprend. Bah, il valorise clairement les compétences. Je pense que la pédiatrie, c'est assez particulier. Et donc, il y a vraiment ce côté, par exemple, deuil qui est très présent, qui est très présent, qu'eux ont beaucoup souligné quand les équipes qui connaissaient faisaient ça. Ce qui est moins le cas, je pense, en adulte. Je pense qu'il y a moins de suivi post-deuil, en tout cas sur le long terme. Et c'est vrai qu'ils le soulignent vraiment. Ils reconnaissent qu'il y a des soft skills et qu'on apporte une perception autre qui est très importante. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une question de temps dédié à ça pour eux. C'est-à-dire que même s'ils reconnaissent les soft skills, pour eux, s'ils ont le temps de le faire, eh ben, ils ont les mêmes capacités. Et c'est vraiment ça avec le psychologue, c'est vraiment ça avec le fait d'avoir une présence médicale plus facile. À chaque fois, c'était vraiment leur angle de vue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un médecin qui a dit qu'elle ne voyait pas du tout l'intérêt parce qu'elle avait assez de soignants,
elle avait assez de temps, elle était capable de répondre aux emails et aux coups de téléphone des parents qu'elle avait parfois en direct hyper rapidement, et donc qu'elle était capable de faire des soins palliatifs en fait tout seule, puisque c'était sa spécialité, la neuropédiatrie, et donc il n'y avait que ça, quoi. Et donc ils reconnaissent l'intérêt, mais surtout quand ils n'ont pas le temps de le faire, je trouve. Enfin, on avait l'impression, en tout cas, au fur et à mesure des entretiens. Et ils ont peur de perdre ça. Ils ont peur de perdre ça parce que ils ont peur de perdre le côté humain, j'ai l'impression. Merci. Oui, c'est très intéressant votre étude. Alors moi, je connais rien du tout à tout ça. Donc je trouve qu'il y a une question autour de ce que c'est que la définition d'un soin palliatif qui émerge de façon encore plus importante là, parce que en médecine adulte, en fait, je pense qu'on est appelé parce que bon, on s'en sort plus avec le malade. Et la différence entre curatif et palliatif est absolument essentielle. Et dans votre histoire, vous vous adressez à des pédiatres qui finalement ont l'habitude de soigner des maladies qu'on ne peut pas guérir. Donc, est-ce que c'est pas là la définition de ce que c'est que palliatif par rapport à curatif? Et si on ne le voit pas comme ça, alors on est pédiatre, enfin je dis ça, peut-être que je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais je serai neuropédiatre, je soignerai que des maladies qu'on ne peut pas guérir, je ferai de facto des soins palliatifs. Et donc si quelqu'un vient en disant bah, « moi je suis spécialiste de soins palliatifs », c'est-à-dire que je soigne les gens qu'on ne peut pas guérir, je ne retrouve plus ma place en tant que neuropédiatre. Je me demande bah, à quoi je sers et qu'est-ce que cette personne va m'apporter puisque c'est mon quotidien. Et donc peut-être qu'il y a un petit décalage. Ce que vous appelez des soft skills, c'est pas soft skills du tout. C'est un super boulot qui s'appelle prendre en charge aussi la souffrance psychique dont on parlait déjà tout à l'heure, qui est quelque chose d'atroce pour un médecin de se rendre compte que son malade souffre, enfin que la personne qui doit soigner a une souffrance psychique intense et ne sait pas comment l'approcher, parce que si on est neuropédiatre, on n'est pas psychopédiatre forcément. Et donc finalement, ma réflexion est autour de comment s'approcher de gens qui font des soins palliatifs sans le savoir, tout en leur disant qu'ils le font bien, mais qu'on peut leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas, parce que c'est aussi un art qui n'est pas appris quand on est pédiatre, les soins palliatifs. Je ne pense pas que ce soit les premiers cours en pédiatrie, comment accompagner un enfant qui va mourir. Et donc ces gens ont trouvé leur voie au milieu de quelque chose, et vous arrivez là-dessus, et vous voyez, enfin, je ne sais pas comment je m'exprime clairement ou pas, mais c'est pas facile de trouver sa place dans un truc comme ça. Oui, bah, tout à fait. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avant les thérapies innovantes, ils appelaient régulièrement les équipes de soins palliatifs pédiatriques. Donc c'est vraiment lié pour eux, en effet. Il y a vraiment quelque chose autour du traitement, et notamment du traitement innovant. Il y en a quand même une partie qui reconnaît qu'eux-mêmes savent en faire, parce qu'ils ont l'expérience, en tout cas, de nombreux décès, de nombreux... mais qu'ils voient l'intérêt d'une vision différente, en fait, qui est un peu extérieure et qui les fait sortir un petit peu du tunnel dans lequel ils reconnaissent être parfois. Et donc, après, c'est une question très compliquée. En pédiatrie, les neuropédiatres et les oncopédiatres font beaucoup de soins palliatifs, de façon générale, les réanimateurs pédiatriques aussi, ils voient l'intérêt de ce que j'ai l'impression en clinique. Ils voient l'intérêt quand il y a une équipe qui est très présente, avec des médecins très présents, avec des soignants très présents, et quand ils ne connaissent pas, en effet, ils ne voient pas l'intérêt, puisque c'est loin d'eux, ils n'ont jamais, entre guillemets, testé. Il y en a plusieurs qui disaient qu'au fur et à mesure, quand ils ont intégré une équipe, ils ont vu l'intérêt et ils l'ont intégré pour d'autres personnes. Donc oui, en effet. En effet, je pense que c'est... voilà. Mais ça a été recommandé par des neuropédiatres, l'introduction de soins palliatifs, plus ou moins d'une équipe de soins palliatifs, dans les années 2000 pour la myotrophie spinale infantile. Et pour eux, c'est la maladie qui nécessitait une introduction, ce qui a vraiment changé avec le traitement. Bonjour. Bonjour. Je suis Clémence, c'est pour rebondir à ce que disait la personne devant. Je suis assistante en médecine palliative pédiatrique à Trousseau. Et donc, je voyais bien ce que vous disiez par le côté, c'est complexe d'introduire une équipe de soins palliatifs en pédiatrie chez des praticiens, chez des pédiatres qui font des démarches palliatives tout le long de leur formation et qu'ils n'ont pas connu ça avant. Donc, ils ont toujours fait avec
Moi, je faisais de l'oncopédiatrie avant, et les oncologues disent la même chose en disant mais je fais des soins palliatifs. Si je m'occupe d'un ostéosarcome multimétastatique qui a une espérance de vie qui est très limitée, dont on sait qu'on pourra lui proposer des lignes de chimiothérapie, mais qu'on ne va pas aller dans un espoir de guérison peut-être très strict. Mais là où c'est une inculturation palliative à faire auprès des équipes pédiatriques qui n'est pas facile, mais de leur expliquer que effectivement un tiers peut être intéressant parce que c'est pas facile de proposer, en tout cas par exemple dans l'onco, à la fois un nouvel essai thérapeutique ou un essai de phase 1-2 d'accès précoce et en même temps d'impliquer une prise en charge, une démarche palliative au cours de la même consultation. Enfin, j'étais avec Gustave Roussy, on avait les gliomes du tronc. Les gliomes, ils ont un essai de phase 1-2 qui est proposé avec l'ONC 201. C'est une maladie qui est incurable, qui a une espérance de vie de à peu près 12 mois. Mais est-ce vraiment un neuro-oncologue pédiatre, mais c'est une question ouverte, peut à la fois rentrer dans une démarche palliative et en même temps préposer un essai de phase 1-2 ? Comment il fait pour jongler avec un espoir des parents dans un espoir de guérison, mais en même temps de mettre l'espoir ailleurs dans une autre démarche de vie ? Et donc cette oscillation qu'ils ont en permanence, comme les neuropédiatres et les oncos, enfin moi je connais que ça pour le moment, c'est pas facile pour eux de lâcher. Et il y a un autre point aussi, c'est qu'ils ont très peur de perdre la référence. Ils ont créé du lien avec l'enfant depuis des années, les neuropédiatres, depuis la naissance, voire depuis les parents en anténatal. Et introduire un tiers pour eux, c'est parfois significatif de perdre une référence, de perdre un lien. Les neuropédiatres nous disent bien, mais moi je suis médecin traitant de cet enfant. Ils vont plus voir un pédiatre de ville. Donc si j'introduis une équipe qui s'occupe aussi de la partie qualité de vie, qu'est-ce que je leur apporte, moi ? Voilà. Donc c'était un peu juste pour rebondir à ça, parce que sinon c'était une super présentation, Marie-Liesse, bravo. Oui, il y a vraiment une question d'abandon. Ils ont l'impression d'abandonner le patient et sa famille. Ouais. Alors, il y a une étude qui n'est pas publiée, mais qui a été faite pour un mémoire de soins palliatifs pédiatriques, qui a été faite notamment sur l'oncologie pédiatrique auprès des patients. Et en fait, qui posait la question aux parents de se dire est-ce que pour vous c'était bien d'introduire, en gros, est-ce que c'était bien pour vous d'introduire une équipe de soins palliatifs pédiatriques ? Et donc énormément, enfin quasiment tout le monde a dit oui. Et quelle était la temporalité ? Parce que la temporalité fait très peur, notamment beaucoup aux médecins référents qui ont l'impression que dès qu'on introduit les soins palliatifs, comme dans toutes les spécialités, ça veut dire fin de vie. Et notamment en neuro et en onco, il y a en effet ce côté de, en plus, on introduit une fin de vie alors qu'on les suit depuis des années. On aurait peut-être pu l'introduire. Enfin voilà, c'est un peu flou. Et tous les parents quasiment ont répondu que c'était trop tard, que c'était difficile à introduire, mais que c'était trop tard à chaque fois qu'on l'a introduit, que voilà, le timing n'était jamais le bon. C'est pas encore publié, mais c'est fait par Maureen Le Drian. C'est comme si le mot soins palliatifs faisait plus peur qu'amyotrophie spinale sans traitement. Et ouais. Ce qui était assez marrant, c'est que quand même la moitié d'entre eux ont dit qu'ils préféraient dire les mots et qu'ils expliquaient soins palliatifs, et l'autre moitié a dit ah non, même dans mes documents, je mets pas équipe de soins palliatifs. Mais comme quoi, c'est plus modéré que ce que je pensais moi. Mais... Oui, bonjour, Pierre Gagnon. Je crois que je n'ai pas besoin de dire d'où je viens, juste l'accent du Québec. C'est très intéressant. Moi, mes quelques réflexions, puis peut-être je peux avoir votre commentaire. Je dirais que je ne trouve pas ça négatif nécessairement que des équipes spécialisées veuillent s'occuper des patients du diagnostic jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a la continuité. Et finalement, c'est des maladies très spécifiques. Il y a une limite aussi aux équipes de soins palliatifs. Ils ne peuvent pas être spécialisés dans tout. Alors donc, je ne trouve pas ça mauvais. Je trouve que les pédiatres, les gériatres, c'est effectivement habituellement des médecins qui ont une approche assez globale, donc qui peuvent avoir une mentalité ou une philosophie palliative assez bien développée. Donc, je trouve c'est plus dans les équipes techniques, souvent, où les soins palliatifs peuvent vraiment suppléer. En fait, donc, la question, en fait, pour ce genre de situation-là, c'est est-ce que l'ajout d'une équipe en soins palliatifs améliorerait, en fait, la qualité de vie, les soins, etc. Ça me semble moins évident, comme je dis, en pédiatrie peut-être et en gériatrie, qu'en dans des domaines très spécialisés où je voyais les spécialistes qui, eux,
Dès qu'il faut parler à la famille, c'est pas mon domaine. Alors, ça l'est leur domaine, mais c'est ce qu'ils ont appris comme médecins, mais eux ne veulent pas s'occuper de ça. Ils veulent mettre les patients sous protocole. Et dès qu'il y a des histoires psychosociales, traitement de symptômes, ça les intéresse, et qui ne sont pas reliés directement à la chimio, par exemple, ça les intéresse moins. Il y avait même, malheureusement, un spécialiste qui avait donné l'exemple que lui, il est le pilote d'avion et que les soins palliatifs, c'est l'équipe qui s'occupe, les hôtesses de l'air et les autres. C'était pas très bien. Il y en a qui ont cette mentalité-là. J'étais surpris d'ailleurs de voir qu'un pédiatre dise « Moi, la famille, je ne m'occupe pas de ça, c'est bizarre. C'est dans leur formation. » Alors, il y a différents types. Alors, moi, je pense qu'une des questions, c'est est-ce que l'ajout des soins palliatifs dans ces équipes-là, qui font essentiellement affaire à des maladies palliatives, est-ce que ça rajoute beaucoup ou est-ce qu'on peut simplement les guider et qu'ils... Je pense que ça dépend des situations, en fait. Il y a vraiment des situations très différentes parce que, par exemple, dans les types 1 qui sont traités, il y en a qui ont actuellement une qualité de vie qui, en effet, est quasiment proche d'un enfant qui n'a pas du tout de pathologie. C'est moins le cas de d'autres enfants qui ont été traités un peu plus tard. Les questionnements quand même, où je trouve que ça peut avoir un intérêt dans ce cas-là, est-ce qu'on les introduit précocement ou est-ce qu'on attend ces questionnements, c'est notamment sur tout ce qui est chirurgie de scoliose par exemple, ou les chirurgies lourdes qui peut entraîner beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bien de faire ça, est-ce que c'est pas bien de faire ça, sur en effet toutes les hospitalisations répétées, sur savoir le parcours du patient, est-ce que vraiment là il y a des choses qu'on devrait faire autrement. Et je pense que dans ce cas-là, les équipes spécialisées apportent un regard différent parce qu'ils ont ce recul et ils ont moins ce côté, en effet, de voir l'enfant au jour le jour, comme les équipes de neuropédiatrie ont. Ils sont en effet très généralistes et ils ont clairement des compétences. Pour le coup, je pense que ça n'aurait pas d'intérêt que ça soit que les soins palliatifs qui gèrent ces enfants. Au contraire, c'est eux qui sont les référents et qui resteront les référents. Je pense que ça, c'est assez sûr. Par contre, ça peut permettre un accompagnement sur plein de questions que les parents se posent et n'abordent pas forcément aussi avec les médecins référents. Parfois, il y a des parents qui protègent leurs médecins référents. Sur plein de choses.